Alors, ces travaux ont un impact sur la santé de plusieurs manières. Il y a tout d'abord, effectivement, le risque radioactif qui n'est jamais négligeable et qui est très important pour ces travailleurs sous-traitants puisque un des constats qu'on a pu faire, c'est qu'ils avaient une exposition qui était en moyenne mensuelle de 4 à 15 fois plus élevée que les agents EDF, donc les agents statutaires de l'industrie nucléaire. Mais ce qui est très important aussi, c'est qu'ils travaillent d'une part avec d'autres types d'exposition à des risques physiques, du type, alors même d'autres risques cancérogènes comme l'amiante, comme des produits chimiques, comme des poussières métalliques quand ils sont soudeurs par exemple. Et puis, ils travaillent également sous très fortes contraintes de temps, parce que ces travaux-là, bien souvent, il y a une pression temporelle très très forte puisque la centrale, le réacteur est arrêté et qu'il faut le faire dans un temps, bien souvent dans un temps record. Et contrainte de temps aussi, puisqu'il faut qu'ils limitent au maximum leur temps d'exposition à la radioactivité. Donc, on est en présence d'un cumul de contraintes et de conditions de travail qui ont des effets délétères sur la santé, je dirais chacun à la fois, et qui du coup ont des effets délétères encore plus importants, parce qu'il y a souvent des synergies entre ces différents types de risques. Alors, il y a une distinction à faire tout d'abord entre les travailleurs statutaires EDF, ou CEA, parce que c'est le même schéma, qui ont comme activité de préparer les opérations de maintenance ou de contrôler que le travail a été fait. Mais le cœur de l'activité est fait par ces travailleurs sous-traitants. Et à l'intérieur même de cette catégorie des travailleurs sous-traitants, vous avez deux types d'activités. Des activités qui sont dites importantes pour la sûreté, où les employeurs, les chefs d'équipe vont souhaiter que ces travailleurs qualifiés soient exposés le moins longtemps possible pour ne pas prendre le risque qu'ils arrivent en limite d'exposition réglementaire par rapport à la limite de dose annuelle qui est prévue dans la réglementation. Et donc, pour que ces travailleurs travaillent dans des conditions de sécurité, finalement, il y a une deuxième catégorie qui bien souvent est dans une position de sous-traitance, un deuxième niveau de sous-traitance. Et là, c'est ceux qui vont faire la décontamination, qui vont poser des matelas de plomb sur des tuyaux pour que l'intervention d'un soudeur ou l'intervention de quelqu'un qui vient vérifier un équipement de sécurité, ne prennent pas trop d'irradiation, de contamination radioactive. C'est ce qu'on appelait dans le temps, c'est-à-dire il y a 20 ans, les servitudes nucléaires, qu'on appelle aujourd'hui la logistique. Et en réalité, c'est des travailleurs qui... J'ai des robinettiers qui m'ont raconté un problème de changement de tige de valve. Ils ont à changer une tige. Les deux ouvriers qui ont à changer cette tige sont sous-traitants de deuxième niveau. Ils travaillent pour une boîte qui est sous-traitante d'une autre qui elle-même est en contrat avec EDF. Ils vont chercher auprès du magasin, entre guillemets, c'est-à-dire l'endroit où il y a les pièces détachées, ils essayent de trouver la tige en question, qui discute avec l'agent EDF qui est chargé de donner le matériel. Manque de chance, la tige en question, il n'y en a pas.
ils ont jusqu'au lendemain soir pour trouver une solution. Parce que leur entreprise doit rendre le marché le lendemain soir et que derrière, il y a le rechargement, etc. etc. Donc, ils discutent, ils font appel au chef d'équipe, etc. Et finalement, l'accord qui est trouvé, c'est que, et l'agent EDF accepte ça, enfin c'est lui qui le propose même, c'est la tige la plus proche. Mais ce n'est pas les spécifications de la tige qui y était. Ils remettent en place une tige qui n'est pas la bonne. Et ils croisent les doigts. Parce que, malgré tout, eux, les ouvriers, la responsabilité porte sur leurs épaules. Parce qu'ils doivent signer qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Donc ils doivent signer qu'ils ont mis la tige, alors qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas mis celle qu'ils devaient mettre. Dans les années 80, 70-80, la maintenance était faite par des équipes mixtes, exploitants, sous-traitants. Donc des salariés qui étaient ensemble et qui travaillaient ensemble sur le terrain, sur le tas. À partir de la fin des années 80, tout le travail, toute l'activité réelle de travail est faite par des sous-traitants. Dans ce contexte, dans cette organisation de sous-traitance en cascade. Ce qui veut dire que du côté d'EDF, il y a une perte de savoir-faire, d'expérience par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Du côté des sous-traitants, comme finalement c'est des gens qui sont extrêmement mobiles, qui vont d'une centrale à l'autre, bien sûr, ils ont une connaissance, une grande expérience de leur boulot, mais appliquée à des lieux extrêmement différents. Chaque centrale a finalement sa configuration. Et en fait, sur la centrale elle-même, qu'est-ce qui reste de cette expérience? Rien, la plupart du temps. Parce que les mêmes sous-traitants n'interviennent pas. Il y a peut-être un volant de sous-traitants qui intervient quasiment toujours sur la même centrale, mais la grande majorité des travailleurs sous-traitants sont amenés à bouger d'une centrale à l'autre. Ce qui fait que le capital de savoir est complètement flexibilisé au même titre que les travailleurs sont des travailleurs flexibles. Un pépin sur une centrale, qui est-ce qu'ils vont aller chercher? Parce que les noms des travailleurs sous-traitants qui sont intervenus sur cet endroit-là, à ce moment-là, personne ne les a, personne ne les connaît. Donc, du point de vue de la sûreté, ce mécanisme est un mécanisme de la sous-traitance. La vérification d'un certain type de vanne, ce marché-là va être confié par EDF, dans le cas d'un marché, à une entreprise qui a l'ensemble de cette vérification. À cette entreprise de trouver comment elle va s'y prendre. L'entreprise, par exemple, si on prend l'entreprise Endel, va alors réfléchir, ou SPI, parce que Endel c'est déjà les servitudes. L'entreprise SPI va réfléchir à ce qui relève d'interventions très qualifiées, qu'elle va garder à l'interne, et elle va sous-traiter, donc en deuxième niveau, à soit une seule entreprise, soit plusieurs entreprises, un certain nombre d'interventions. Ces entreprises-là, pour des raisons d'organisation, de nécessité même au niveau du nombre de travailleurs ou d'affectation, va être amenée à son tour à sous-traiter, par exemple à une entreprise qui fait que de la décontamination. Et cette entreprise qui fait que de la décontamination, elle va aller chercher des intérimaires parce que sur certaines tâches, c'est des tâches ponctuelles, très coûteuses en dose,
où ils vont prendre, et pas forcément qualifiés, où ils vont prendre des intérimaires juste pour un temps d'une semaine, une semaine et demie, voire quelques jours. Donc à travers ces cascades de sous-traitance, d'une part, entre celui qui prescrit le travail, qui est le donneur d'ordre, et celui qui fait le travail, il peut y avoir 4, 5, 6, on peut aller jusqu'à 10 niveaux hiérarchiques, mais qui sont des niveaux hiérarchiques non pas internes à l'entreprise, mais des niveaux hiérarchiques qui passent par des marchés d'entreprise à entreprise. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus... EDF ne connaît pas les travailleurs qui travaillent dans la maintenance de ces centres. Et quelque part ne veut pas les connaître, parce que s'il y a un pépin, la responsabilité se reporte sur l'employeur, par exemple un accident du travail, la responsabilité se reporte sur l'entreprise dont le travailleur est salarié, et éventuellement le donneur d'ordre immédiatement avec lequel cette entreprise a traité. Le donneur d'ordre n'étant pas EDF, mais l'entreprise intermédiaire. Ce qui fait que EDF, formellement, par exemple, va s'affranchir de toute responsabilité vis-à-vis des accidents du travail qui se produisent. Et va même faire pression en disant, au niveau du marché, vous vous engagez à ce qu'il y ait 0 accident. Il faut revenir à ce que sont les normes, les limites de dose, les valeurs limites, de façon un peu générale, c'est pas seulement dans le nucléaire. Ces normes sont des compromis entre le bénéfice économique pour l'entreprise et le préjudice sanitaire pour les salariés. Donc, quand on adopte une norme de 20 millisieverts annuelle, déjà on est en dérogation par rapport à la réglementation générale qui veut que la valeur limite est une valeur limite sur 8 heures, c'est-à-dire la durée d'un poste de travail. Là, dans le nucléaire, on est déjà complètement dérogatoire. Et la valeur limite est supposée ne jamais être dépassée. C'est-à-dire, si on dépasse la norme, il y a une infraction et l'employeur doit être sanctionné. Il l'est rarement, mais disons que ça, c'est la théorie. Quand, dans le nucléaire, les normes ont commencé à être mises en place, le discours a été « cette norme vous protège ». Et derrière, l'idée, c'était, on fait comme si cette norme était un seuil de toxicité. Donc, vous êtes au-dessus du seuil, vous craignez quelque chose, vous êtes en dessous, vous êtes protégé. Et l'expression risque négligeable est devenue une expression courante dans le langage de l'IRSN, enfin des institutions de radioprotection. En dessous de la norme, le risque est négligeable. Alors, cette notion de risque négligeable, elle est devenue une espèce de représentation dominante. La norme protège et dans les formations en radioprotection vis-à-vis des travailleurs, la notion de seuil a été introduite de fait comme étant vous devez faire attention à ne pas dépasser la norme. Sous-entendu, si vous ne la dépassez pas, vous ne craignez rien. Et à partir de là, les travailleurs qui font confiance, surtout quand ils ont un stage de radioprotection, on va leur expliquer comment appliquer les mesures de sécurité. On leur dit ça et ils prennent ça pour un gens content. J'ai assisté à un stage de formation en radioprotection pour voir ce qu'on racontait.
Le mot cancer n'est jamais prononcé. Les effets sanitaires, on n'en parle pas. Et la seule chose qui est répétée, ne dépasse pas les normes. Comme si c'était de la responsabilité du travailleur. C'est-à-dire qu'en même temps, cette notion de norme a été utilisée pour responsabiliser le travailleur lui-même par rapport au respect de cette norme. Et ce qui a induit des pratiques d'enlever le dosimètre quand on sait qu'il y a le travailleur sait qu'il y a une opération trop coûteuse en dose et qui risque à ce moment-là de l'amener presque à dépasser la dose. Lorsque le travailleur arrive en limite de dose, il se présente à la centrale, ils sont intérimaires par exemple, eux ils n'ont pas la visibilité de leur cumul de doses. C'est sur une puce électronique, sur un badge. Le badge est mis dans un ordinateur à l'entrée de la centrale. Là, à l'entrée de la centrale, on lui dit tu rentres pas parce que tu as dépassé la dose. Ou tu es en limite de dose. Si c'est un intérimaire, la mission d'intérim, elle s'arrête. Parce qu'il ne peut pas rentrer. Donc, l'agence d'intérim, il est remis à disposition de l'agence d'intérim et il perd son boulot. S'il est en contrat à durée de chantier, parce que c'est une variante du CDD, pareil, le chantier s'arrête, terminé. Donc là, c'est lui qui supporte toutes les conséquences. Si il est en contrat à durée indéterminée, CDI, à ce moment-là, ils ont une expression, il est mis au taquet. Ça veut dire que soit il est envoyé chez lui avec son salaire de base, donc il perd ses primes, etc. De toute façon, le préjudice, il est pour lui, il n'est pas pour l'entreprise. Le préjudice, il peut être préjudice d'emploi et du salaire, ou préjudice de salaire. Mais en tout cas, c'est lui qui... Et c'est contradictoire avec un article du Code du travail, qui n'existera peut-être plus avec la loi qu'ils sont en train de vouloir nous concocter, qui dit qu'une mesure de prévention ne doit jamais se faire au détriment ni de l'emploi, ni de la carrière, ni du salaire. Donc, il est clair que le respect des doses pour le salarié est extrêmement important de ce fait-là. Alors, soit il triche sous la pression de l'employeur ou de lui-même, et donc il prend quand même la dose. Et là, son appareil ne l'a pas enregistré, soit c'est enregistré et il a un préjudice. Et dans tous les cas de figure, le fait d'être exposé à de fortes... à des doses qui vont atteindre la limite est préjudiciable à sa santé, dans tous les cas de figure. Donc, le préjudice le plus important, c'est un préjudice de santé. La généralisation de la sous-traitance, c'est un moment crucial pour l'industrie nucléaire parce que l'Union européenne les menace de sanctions pour la mauvaise gestion de cette question de la dosimétrie. Il y a des dépassements de doses. Et l'option qui est choisie par les exploitants du nucléaire à ce moment-là, c'est de passer en sous-traitance toute la maintenance. Avec un argument qui est il y a des tâches spécialisées, donc ces tâches-là, il faut les faire par du personnel spécialisé dont on n'a pas besoin en permanence. En réalité, l'une des raisons essentielles, c'est qu'ils ne peuvent pas gérer le respect des limites réglementaires d'exposition à la radioactivité s'ils ont uniquement du personnel permanent. Il faut des travailleurs temporaires qui vont pouvoir intervenir sur des temps courts pour des interventions coûteuses en dose. Et donc, pratiquement tout part de là,
avec en plus le fait que du coup ils vont faire des économies sur le travail de maintenance, ce qui est très très important parce que le parc nucléaire, les 58 réacteurs, plus toutes les installations, CEA, etc., ça représente une maintenance de plus en plus importante et qu'ils ont de plus en plus de mal à gérer sans un volant de travailleurs qui vont être soumis à ce que nous avons appelé la gestion de l'emploi par la dose. C'est-à-dire que, en fait, c'est en fonction de la dose qu'ils vont recruter, au travers de ces filières de sous-traitance, des travailleurs temporaires qu'ils ne pourraient pas recruter si c'était seulement EDF qui assurait la même chose.